j'ai le plaisir d'accueillir Arthur, un musicien, un trompettiste, si vous voyez ce que je veux dire. Il va nous raconter sa partition avec la montre la plus ancienne qui soit passée dans Petite Montre entre amis, une Universal Genève full calendar en or. Maestro, les amis, c'est parti pour un nouvel épisode de Petite Montre entre amis. Salut Arthur, Bonjour Xavier, ça va? ça va très bien et toi? Comment il va tout là-haut, Miles Davis? Je pense qu'il est ravi de me voir ici. Donc, C'est vrai? Ah ouais, je pense. Eh oui, Miles ne pouvait pas venir, mais bon, c'est un grand fan de montres comme Arthur, mais vous allez voir, on va se régaler. Tu nous montres un petit peu cette Universal Genève? Pas de problème. Toute petite montre, années 40, Toute petite. Ouais. calendrier, en or. Waouh! Et vous avez vu, il a mis le maillot avec la même couleur que le cadran de son Universal Genève. Qui est très vintage aussi, comme on peut le voir. Voilà. Alors, raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené à acheter cette montre? Tu l'as acheté quand? Alors je l'ai acheté fin février dernier, Ouais. donc un peu avant le confinement. C'est ma première vraie montre qui était un peu pour débuter ma collection. Ouais. Voilà, donc je ne cherchais absolument pas ça. Voilà, Ouais. c'est un réel coup de cœur. Et, Je peux l'essayer? Ouais, bien sûr, bien marche. sûr. Sans souci. Et voilà, donc je n'étais absolument pas parti pour ça. Et Donc ça veut dire que tu la cherchais pas. ouais. En fait, pour mon premier achat, du coup, qui était sur une prévision de 4-5 ans, parce que je voulais vraiment débuter avec quelque chose de vraiment super, j'étais parti sur une Datejust, sauf que quand on commence dans le vintage, Rolex, je crois que c'est la pire marque pour débuter. Parce qu'entre C'est pas la tout, plus simple. Ah ouais, entre les bidouilles, les contrefaçons, ce qui n'est pas d'origine, ce qui l'est, c'est vraiment c'est super compliqué. Et puis en me baladant sur Instagram, puisque je fais quasiment uniquement que comme ça, je suis tombé sur une annonce pour une Universal Genève. Et le gars qui la vendait avait 7-8 Universal Genève à vendre d'un coup. Du coup, je l'ai contacté pour celle en or parce qu'elle m'a vraiment frappé et surtout, je voulais vraiment quelque chose de petit. Voilà, parce que c'est vraiment C'est une quoi? C'est une 34, 32? 32. 32? Ouais, 32. Ouais. Voilà, donc je voulais quelque chose en or. Je ne sais pas pourquoi, mais je voulais vraiment métal précieux. Et c'est vrai que l'or jaune, Bah, je peut-être trouve que parce ça que me t'aimes le correspond. jaune. Sûrement. Oui, les amis. Hein, trompette ou coup de canard, hein, quand même. Hein. Du coup, voilà, en la voyant sur Internet, je me suis lancé. Allez, c'était la première fois que je rencontrais quelqu'un pour effectuer un achat. J'avais jamais essayé de montre vraiment avant. Donc c'était vraiment. Mais t'avais une montre avant ou pas? J'avais une Non, mais une montre. montre. T'avais un objet qui te donnait l'heure? Ouais, que j'avais quand je suis arrivé à Paris D'accord. il y a 6 ans. Voilà. Ok. Donc j'avais quand même quelque chose, mais je me suis vraiment lancé dans les montres avec tous les voyages que j'ai pu faire avec mon métier. Et du coup, je m'y suis un peu plus intéressé. Et c'est vrai qu'en la voyant, j'ai eu un coup de cœur vraiment, quoi. Surtout parce qu'elle était très petite Oui. et que ça m'a vraiment plu. Mais vraiment, mon œil a vraiment été attiré. Du coup, je me suis lancé sur ça sans même connaître ce que c'était Universal Genève. D'accord. Donc voilà. Ok. Mais ça, on va vérifier, les amis, ce que Arthur connaît maintenant d'Universal Genève. Et d'ailleurs, connaître ou pas connaître, on s'en fout. L'essentiel, c'est d'aimer et de passer un bon moment. Donc ça veut quand même dire que, ok, tu t'imaginais une Datejust, Ouais. tu t'es rendu compte que c'était compliqué. Là, c'est un peu une découverte par hasard sur Instagram. Exactement. Donc, avant qu'on continue sur qu'est-ce qui fait que, enfin, comment ça s'est passé après, en prenant contact avec la personne, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant pour que tu te dises, ou tu t'es dit, c'est le moment. Je voudrais m'acheter une belle montre. Comment ça s'est passé ça? Et pourquoi une Rolex? Par facilité, Alors pourquoi une Rolex? Parce que c'est un modèle que j'aime beaucoup et j'en ai acheté une 3 mois après celle-là. Ah! Surtout. Voilà. Donc, et puis il y a vraiment eu un cheminement par vintage. rapport en vintage Ouais. que en vintage. Il y a vraiment eu un cheminement par rapport à Rolex parce que je ne voulais pas porter du Rolex au début. Parce que je trouvais ça peut-être un peu fancy, un peu too much au début. Donc en cherchant beaucoup de Datejust, et j'en ai trouvé un paquet, mais surtout à des prix, c'était
c'était les 4-5 mois où elles ont vraiment augmenté sans savoir trop pourquoi. Ouais, mais des vintage de quelle année? Alors, les Datejust que je recherchais, c'était entre 70 et 80. Quoi. Ah oui, oui, donc les références à 4 chiffres. Là. Exactement. 1601, 1603. Et je voulais vraiment une 1601. Et au final, c'est ce que tu as acheté? Pas du tout. Ah, vous voyez les amis, c'est beau, on part sur un truc, on se croit, on est sur le bon chemin, et en fait non, on va ailleurs. Mais tu sais que c'est un petite montre entre amis sur ton Universal Genève quand même. Oui, bien sûr. Donc, les amis, vous me direz en commentaire si on réinvite avec plaisir. Arthur sur la chaîne. Je le dis avec plaisir parce qu'on n'a pas fait le quiz encore. On en reparlera après. Donc ok, tu t'es acheté une autre Datejust, mais pour revenir à celle-là, mais qui a quand même un peu un rapport au fait que finalement, tu as acheté une Datejust. Est-ce que c'est pas simplement la petite graine que tu avais en toi, c'était une Rolex. Tu as vu celle-ci, tu t'es dit waouh, c'est exactement ce que je recherche. C'est une petite montre, c'est discrète, c'est une marque pas connue. Tu vois, peut-être que si tu n'allais pas assumer, pour que moi, tu n'allais pas assumer Rolex. Sûrement. Au final, tu es quand même allé chercher une Datejust. Donc laquelle des deux tu portes le plus? Alors, je porte la Rolex un peu plus parce que ça c'est quand même fragile. Ouais. Et ça reste fragile, donc je suis un peu maniaque avec mes montres. Donc ouais, je porte plus la Rolex parce qu'elle est un peu plus passe-partout. Ouais, et quand tu dis fragile, réellement, qu'est-ce que tu en sais qu'elle est plus fragile que la Rolex? Ben, je sais pas. Elle l'est sûrement pas plus, mais voilà, c'est vrai que. Non, ou elle l'est peut-être plus, mais elle est peut-être. T'as rien constaté. Non, c'est vrai, c'est vrai. Okay. Du coup, c'est une mamie par rapport à ta Rolex. Elle a 30 ans de moins. Ah ouais. Du coup, en naviguant encore sur Instagram, j'avais un peu fait pas le deuil d'une Rolex, mais c'était que je voulais un peu passer à autre chose. Et c'est vrai que des montres de très petit diamètre, dans le neuf, dans le vintage des années même 90-2000, il n'y a plus grand-chose. Oui. Non, mais là, c'est la course à l'armement, les amis. Exactement. On en parle suffisamment sur la chaîne. Beaucoup d'ailleurs me disent en commentaire, je ne sais pas ce que tu en penses, Arthur, que oui, ça y est, la mode des grosses montres est passée. Je ne sais pas où vous avez vu ça, les amis. Le blockbuster Rolex Submariner est passé en 41 mm. Alors peut-être qu'il ne se voit pas, mais ok, mais simplement l'affichage, afficher le fait que c'est plus grand, montre bien que le marché est toujours dedans. Mais si je peux me permettre, on a tous les deux tu vois, on est tous les deux balèzes, quoi. Hein, on a une bonne carrure et tout ça. J'ai essayé ta montre et je suis sur le même trou du bracelet que toi. Moi, j'ai pas un petit poignet. Qu'est-ce qui fait qu'avec un poignet, non pas un poignet de poulet, l'opposé du poulet, je ne sais pas ce que c'est, les amis. Qu'est-ce qui fait que tu aimes les petites montres? Alors, c'est pour un souci qui est très pratique pour moi, c'est que, de par mon métier, du coup, musicien, comme tu as pu le dire, on met ce qu'on appelle des fracs. C'est des queues de pie encore, donc c'est quelque chose de très vintage. Mais du coup, tu parles de ton vêtement, ton habit, ta veste, c'est une queue de pie à l'arrière. Mais tu es d'accord que ça peut te poser problème sur la façon de t'asseoir, mais pas quand même sur ton poignet, quoi. Bien sûr, mais c'est vrai que c'est quand même des vêtements qui sont taillés près du corps. Et c'est vrai que je voulais pas avoir une montre qui prenait tout le poignet, je voulais quelque chose de très discret. Et surtout, je voulais pouvoir, à la fin du premier acte, ou avant de reprendre, il y a les 15 minutes de pause. Et je voulais vraiment avoir les 15 minutes de pause. Je suis un peu un effrayé du retard. Du coup, il faut toujours que je sois à l'heure. Et c'est vrai que je voulais quelque chose de très discret et où je ne sois pas obligé de tout sortir avant de pouvoir. Vous imaginez le gars, Arthur, il n'a pas de montre, donc il prend son téléphone et il a oublié de l'éteindre. Il s'est dit non, je vais juste le mettre en vibreur, truc, et ça ne marche pas. C'est la hantise. Le chef, il le massacre devant tout le monde. Il a son téléphone qui sonne. Là, tu es un artiste, très clairement. Je veux dire, tu joues de la musique, etc. Donc là, je le chauffe, il ne sait pas ce que je vais lui dire. Et là, tu vas me sortir un adjectif de malade. L'adjectif pour cette petite montre d'une marque presque légendaire, qui a pas complètement disparu, mais qui fait plus grand chose, mais qui a vraiment marqué l'histoire horlogère. Je brode un peu pour lui laisser du temps de réfléchir. Alors, vas-y, envoie là. Alors, je ne sais pas si ça peut correspondre à une montre, mais c'est intime pour moi. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Elle est intime pour plein de raisons, parce que c'est un projet de 4 ans pour moi.
En termes d'économie? En termes d'économie et surtout, pendant 4 ans, je n'ai pas acheté de montre pour me réserver à ça et du coup acquérir le plus de savoir avant de me lancer dans du vintage qui quand on ne connaît pas, ça peut être assez monstrueux, le choix, la quantité. Et c'est vrai que c'est un projet pour moi qui était vraiment important. Elle est petite, elle est en or, et c'est une histoire que je construis encore avec elle, et c'est mon histoire avec elle, et c'est pour ça que je trouve que c'est quand même une relation qui est très intime. Ouais, ouais. Alors c'est une montre qui, bien qu'elle soit petite, les amis, a quand même quelques complications intéressantes, puisque donc elle a 3 sous-cadrans, hein. Donc avec une petite seconde à 9 heures, un sous-cadran avec le mois et la phase de lune à 6 heures, C'est ça. et puis la date, le quantième à 3 heures, et un guichet jour de la semaine. En français. En français en plus, Ouais. c'est beau, c'est quand même pas mal. Alors, vu comme ça, donc, elle te donne le jour. Donc là, les amis, vous le savez, je ne le dis jamais, mais là, vous le savez. Ah bah là. Nous sommes le jeudi 7 janvier 2021 et sa montre est réglée au jeudi 7 janvier 2021. Magnifique, On fait les coup de choses trompette les amis, etc. Donc sur le papier comme ça, on pourrait se dire, c'est un quantième annuel, c'est-à-dire c'est une montre qui va te donner pendant une année la bonne date. Alors, qu'est-ce qui va se passer au mois de février sur celle-ci? Et alors, c'est la grande question, puisque j'ai pu la voir que fin février, début mars, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Ah ouais, tu sais pas. Ah ouais. Mais là, pour le coup, nous sommes en décembre. Il y avait 31 jours, en janvier 31 jours. Mais est-ce que tu te souviens au mois de novembre ce qui s'est passé après le 30 novembre? Non. Non, tu te souviens pas? Non, parce que je l'ai assez peu porté dernièrement. Ah, donc tu as été amené à la rérégler? Exactement. Ok, ça marche. Exactement. Ok. C'est vrai que tu pourrais tourner, la faire avancer, etc. Mais là, c'est pas un truc à faire avec un quantième annuel potentiel, puisque l'intérêt, c'est quand même qu'il mesure le temps de façon exacte. Et les amis, le temps, c'est que demain à 10 heures, c'est à 10 heures, mais on n'est quand même pas au même moment dans l'échelle du temps à méditer si ça vous intéresse. C'est quoi le petit détail que tu aimes le plus sur cette montre? C'est la phase de lune. Oui. Vraiment, parce qu'elle a un côté, bien que la montre soit entre 43 et 45, c'est une phase de lune qui est très art déco, toujours, avec le petit dessin qu'il y a sur la lune. Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a fait flasher, et c'est ce que j'ai vu en premier sur la montre. Vraiment, donc ça, c'est vraiment un détail qui est vraiment sympa, je trouve. Ouais, je sais pas les amis, vous me direz, est-ce qu'on a déjà vu une phase de lune sur la chaîne? À force, les invités, ils savent plus que moi ce qu'on a eu, et il me semble pas qu'on ait eu une phase de lune. Si, enfin on a eu, on a presque eu, mais c'était pas dans Petite Montre entre amis, ni Dual Time, ni Streetwatch, mais c'est l'Omega Speedmaster Blue Side of the Moon de Jean-François Clairvoy. Si vous n'avez pas vu la série Watch Out, franchement, d'abord c'est une erreur. Je vous en veux fortement, les amis. Donc là, vous êtes obligés de vous abonner, de liker, de commenter et de regarder la série Watch Out. Et toi, tu ne l'as pas vu parce que ce n'est pas encore diffusé au moment où on enregistre. Mais dans quelques jours, il y a la diffusion de l'interview intégrale de Jean-François Clairvoy. Puisque dans l'épisode 2 de Watch Out Omega Speedmaster, il y a un résumé d'une dizaine de minutes avec Jean-François Clairvoy, mais l'interview intégrale dure 43 minutes. Super. Et il y a beaucoup de choses différentes sur la conquête spatiale et tout ça qui sont pas mal du tout. Je vois sur le bord là, de la carrure, il y a des petits boutons. Je les appelle boutons, mais je pense que ce n'est pas le nom. C'est ce qui te permet de régler la date, le truc, le machin. Il y en a 3. Il y en a 3. Il faut faire Polytechnique pour régler un truc comme ça, quoi. Au début, on s'y perd. Franchement, on fait souvent 2 fois un tour. Je me suis complètement trompé. Mais le gars qui te l'a vendu, il t'a expliqué? Oui, mais bon, avec l'excitation du moment, quoi. Un peu. Bien sûr. J'étais tellement content que je me suis retrouvé là. Alors, raconte-nous comment ça s'est passé. Prise de contact sur Instagram? Exactement. C'était, du coup, je l'ai acheté chez Aura. Voilà, C'est une boutique? C'est une boutique Instagram en ligne. Voilà. Comment elle s'appelle? Aurare, avec un H au début. Aurare. Ouais, voilà. H-O-R-A-R-E. Exactement. Voilà, comme ça se prononce, les amis. Voilà.
Et la montre m'a vraiment plu. Voilà, j'étais Non mais attends, ta montre t'a vraiment plu. Sur Instagram, Ah après, ouais. ils sont où? Alors après, du coup, je l'ai contacté. Il a ses bureaux dans le 8e. Il avait ses bureaux dans le. Donc tu as dans le pris 8e. rendez-vous avec un gars Exactement, que tu exactement. connaissais pas à ce moment-là. Exactement. Voilà. Ouais. Et Tu arrives dans une boutique, tu arrives chez quelqu'un? j'arrive. Alors c'était dans un bureau, un peu dans un bureau avec des moulures très très beaux. Et c'était un peu comme ici d'ailleurs. Du coup, j'ai eu rendez-vous avec lui. Il m'a présenté la montre. Et puis, je l'ai un peu négocié et voilà. Et Ouais. je suis revenu une semaine après avoir payé, et je l'ai prise. D'accord. Vraiment, ça a vraiment été. Il me l'a montré, j'ai dit OK. Ah, c'est ça que je voulais ouais. savoir. Non, Parce non, que, vraiment, bon, c'est. la négo, pas d'égo, Ouais. on parlera de prix après, mais tu l'avais vu en photo. Ouais. Voilà, tu avais une photo, tu as pris rendez-vous, tu es arrivé, le gars il t'a fait looky, Ouais. tu lui as dit est-ce que je peux l'essayer? Et j'ai dit OK. Et là tu t'es dit, ouais, tu t'es dit dans ta tête ok. Ouais. Bon, et là tu t'es dit bon, ok, je vais la prendre, mais tu veux négocier le prix. Oui, mais en même temps, j'ai jamais été très fort en affaires pour ça. Il faudrait que j'apprenne un peu d'ailleurs, mais ouais, elle était. Non mais déjà, tu as osé. Ouais, bien Les sûr, amis, bien sûr, bien sûr, quand vous bien sûr. achetez quelque chose d'occasion, donc c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas neuf, hein. Et dans l'occasion, il y a des occasions récentes avec des garanties, avec des trucs, et puis là on est dans un objet qui a 80 ans, donc il faut faire attention, c'est mécaniquement plus fragile, etc. Mais la base de tout, c'est si vous voulez négocier, demandez simplement est-ce qu'il peut y avoir un effort sur le tarif, quelles qu'en soient les raisons. Parce que soit il n'y a pas de place pour la négo et il n'y en a pas, et puis après c'est votre choix à vous de vous dire d'y aller ou pas. Mais si vous dites rien alors qu'il y a de la place pour la négo, le vendeur il ne va pas vous dire bon, vous m'avez rien demandé, mais moi je suis mauvais en business et je vais vous en proposer 150 € de moins, quoi. Voilà, donc il n'y a pas de honte à négocier un produit de ce type, et ça me paraît quand même naturel. Donc moralité, tu l'as acheté combien? Alors je l'ai acheté à 2600 €. Ouais. Voilà. Ok. J'ai absolument aucune idée d'une quelconque valeur, Je, etc. je n'en avais absolument pas non plus, Ouais. mais c'est à peu près les prix, parce qu'on n'est quand même pas sur un chronographe, un Compax donc les prix sont beaucoup moins chers, Ouais. mais c'est des montres que j'ai vues à des prix délirants. Ouais. Ouais. Bah ouais. Là, je pense que tu as bien résumé la donne de ce type de produit. Universal Genève est très connu pour ses pôles routeurs et ses chronographes, vraiment avec des choses qui sont intéressantes. Et puis quand on sort de ça, c'est un peu ce modèle-là, c'est un peu la Rolex Cellini, quoi. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a la marque, mais le produit, tout le monde s'en fout ou il est moqué. Grave erreur. Si ça vous plaît, il faut y aller. Et toi, ce qui t'a plu, c'était pas Universal Genève ou pas Universal Genève, puisque tu connaissais pas. Exactement. D'accord, c'est la montre qui te plaît. Exactement. Ouais. Voilà. Mais dis-moi maintenant si je me trompe. 2006, elle était à combien? On sache un peu s'il a négocié, quoi. Alors, elle était à 2008, je crois. Ouais, bon voilà, mais c'est bien. C'est bien. Oui. C'est bien, très bien. Oui. Très bien. C'est quand même pas loin de 1500 balles de moins, si ce n'est 2000, qu'une Datejust 1601, 1603. Hein. Ouais. Voilà. Et oui, les amis, vous voyez. Donc en fait, oui, mais alors vous pourriez vous dire, ouais, mais Rolex c'est mieux. Rolex c'est mieux de quoi? C'est-à-dire, une montre comme ça, la valeur d'usage elle est égale à 0. Exactement. Je veux dire, si tu as envie d'être à l'heure à une répétition ou à un concert, à un spectacle où tu joues de la trompette, tu regardes ton téléphone, quoi. Tu regardes pas ta montre. Voilà. Donc c'est autre chose que tu recherchais. Donc une belle phase de lune, voilà, on a un beau cadran patiné, etc. Elle avait été révisée avant quand tu l'as acheté? Ouais, et c'est pour ça d'ailleurs que. C'est ce que fait Aurore sur les montres qui vendent, elles sont révisées? Ouais, elles sont révisées et c'est un peu, moi, une condition pour acheter du vintage, c'est que j'aime bien qu'elles soient révisées ou que la révision date de moins d'1 an parce qu'on ne sait jamais, que c'est des montres qui ont vieilli et c'est par pure sécurité pour moi. Parce qu'une révision d'un calibre comme ça, je ne sais pas combien ça pourrait me coûter. Voilà, et je sais que plus c'est compliqué sur le cadran et plus ça peut être cher. Ah oui. Donc voilà, bien sûr. je préfère éviter les mauvaises surprises qu'on peut avoir parfois avec des montres comme ça.
Elle pèse son poids. Hein, pour une petite Quand même, montre. ouais. Il y a de l'or. Il y a de l'or. Il n'y en a Ouais, pas beaucoup, là, mais il y en a quand même. On voit sur le côté, les amis, je ne sais pas si vous le verrez, le poinçon, là, juste là, à 9 heures. C'est vraiment très très original. Je me suis posé la question, les amis, est-ce qu'un jour j'irai pas sur un modèle tout or, tu vois, une D-Date vintage, etc. Je sais pas. Conceptuellement, ça me séduit de plus en plus. Est-ce que je suis en train de devenir un vieux rabougri sur le sujet? Je sais pas. Dites-nous ce que vous en pensez, parce que des montres en or comme ça, il y en a quelques-unes qui sont passées sur la chaîne. Je salue Sébastien avec sa Memovox, Mamivox, hein, qui était très très vintage, mais qui était des années 50. Hein. Là, on est quand même 10-15 ans plus avant. Voilà, belle montre. C'est un remontage mécanique, manuel ou automatique? Manuel. Ouais, je sens pas effectivement de rotor qui tourne. Dans mes vintage, j'ai que des remontages manuels. Parce que c'est vraiment ce que je préfère. Sauf ta Datejust. En fait, c'est pas une Datejust, c'est une précision, c'est une 66-94. Ouais. Voilà, donc c'était. Je voulais vraiment un boîtier. Et en 34 celle-là. Ouais, en 34. Et je voulais un boîtier un peu plus fin qu'on peut avoir avec une automatique. Du coup, je les préfère en montage manuel parce que ça me plaît plus. Donc là, cette Rolex Précision, elle est labellisée Air King ou pas? Non, c'est une précision. Ouais, c'est une précision. Et c'est un mouvement mécanique, à remontage manuel. Exactement. Ah, c'est original ça. Ouais. Les amis, je ne connaissais pas. Je pensais que les précisions, attention avec le micro, je pensais que les précisions étaient également avec le fameux remontage automatique Oyster Perpetual qui équipait toutes ces montres. Ouais. Intéressant. Combien tu l'as payé ta précision? 2200 €. Oui. Ce qui était, je ne pouvais pas plus et c'était ce qu'on m'en a proposé. Je dis bien sûr. Chez le même vendeur? Non. Dans une boutique à Bastia, chez Arnaud Véja, que je salue d'ailleurs. Mais tu es allé sur place? Pas du tout. Tu as acheté tout à distance? J'ai acheté tout. Tu l'as pas vu? Non, je l'ai pas vu. On salue Arnaud. Hein. Là, vraiment, il y a une expérience client à distance qui était super d'ailleurs. Qui est super sympa. Bravo pour cette belle expérience. Dernier sujet, pourquoi vintage? Tu vois, pourquoi tu en as un peu parlé entre guillemets en filigrane, c'est-à-dire que les montres actuelles sont trop grosses. C'est la seule raison? Pourquoi le vintage? C'est vrai que le diamètre d'une montre, c'est quelque chose qui est vraiment important. Donc vraiment, de l'offre actuelle, on enlève 95% de tout. Ou alors, il faut s'orienter vers des montres femmes. C'est vrai qu'on ne trouve pas forcément ce qu'on cherche. Et je sais pas, je trouve que la patine d'un cadran, les pets que peut avoir une montre, c'est quelque chose qui me plaît vraiment. Et c'est quelque chose à laquelle je suis sensible. Et pour tout te dire, la première fois que je suis rentré dans un magasin de montres actuel, c'était il y a un mois chez Bucher à Paris. Parce qu'avant, c'est pas quelque chose que je fais du tout. Je préfère aller devant les revendeurs à Comartin et baver devant les vitrines où il n'y a que du vintage en super bon état. Et c'est là où je me sens le mieux. Et je trouve que les histoires sont beaucoup plus belles avec une vintage, en tout cas. Ça n'a pas un attrait quand même avec, on en reparlera tout à l'heure, si c'est ce dont tu veux parler dans la séquence recto-verso, mais avec ton métier, c'est-à-dire que ta trompette, moi j'y connais rien les amis en instrument de musique, hein, mais on a en tête peut-être le Stradivarius qui a des siècles. Exactement. Ta trompette, elle date de quand? 2018. Ah ouais, donc c'est pas le sujet de la vieille trompette qui a une sonorité un peu particulière. Écoutez, je l'ai branché sur le sujet, mais avant qu'on arrive à la séquence recto-verso, on va passer par souvenir. Super. Alors, quel âge tu as? Tiens, je te la rends. Quel âge tu as, Arthur? J'ai 23 ans. 23 ans. Voilà. Est-ce que tu te souviens, quelle est la petite graine, a posteriori, qui fait que ça t'a intéressé? Alors, c'est mon arrivée à Paris. Ouais. Vraiment, parce que je suis arrivé après mon bac. Tu viens d'où? Je viens du sud de la France, au nord de Toulouse, et d'une petite ville du Tarn. Voilà. D'accord.
Donc, je C'est suis vrai que monté. tu as un peu un accent. Ah oui. du, Je pense que un vous peu, l'avez hein, entendu. un hein, peu, mais- hein. Et quand tu joues de la trompette, ça sonne un peu occitan ou ce genre de choses, non? Non, on essaye que ça sonne pas trop espagnol même. Mais du coup, oui, en arrivant sur Paris, c'est vrai que j'ai eu la chance même de pouvoir aller au Louvre, aller faire tous les musées de Paris. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment ouvert à l'histoire et à tout ce que ça peut engendrer. Et c'est vrai que de par les voyages que j'ai pu faire grâce à mon métier, je suis souvent tombé devant des boutiques de montres. Et ça m'a toujours intéressé. J'en avais jamais porté avant parce que je suis gaucher et que pour écrire à l'école, c'était pas pratique. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est que soit je me mettais un peu d'encre partout, soit c'était sur. Enfin bref. Du coup, je portais pas de montre. Et arrivé à Paris, après un des premiers concerts payés que j'ai fait, je me suis acheté ma première montre à moi vraiment, qui était une William L. Voilà, donc avec inspiration vintage et chronographe que je dois avoir d'ailleurs. Elle est dans mon. À quartz ou À quartz, mécanique? Ouais. À quartz, ouais. Et du coup, voilà, c'était un peu ma porte d'entrée dans le monde de la montre avec une inspiration déjà très vintage quand même. Ouais. Voilà, donc j'ai commencé par ça. Et Donc pas de tissu familial sur Pas le du tout, sujet. pas du tout. Quelque chose qui physiquement te gêne Ouais, au début, oui. au début, Mm, ouais. mm. Ouais. Et puis première paye, premier cachet, Exactement. tu t'achètes une William L. Mm. Première fois que j'entends cette marque, les amis. Ça, c'était il y a combien de temps? Alors c'était il y C'est pas il y a a 400 ans non plus. Hein. c'était il y a 5 ans. Ah ouais, bien Ouais, sûr. Donc tu avais 5 ans. 18 ans. Quoi. Exactement. Vous avez vu, 23, moins 5, 18. Hein. Les amis, l'arithmétique, c'est quand même important dans la vie. Hein. Et t'es passé à quoi après? Alors après, j'ai pas eu de montre pendant un bout de temps quand même. Mais tu la portais quand même. Ah oui, oui, bah ça c'est vraiment une montre que j'ai portée et quand elle a plus de piles, j'ai pu porter. Voilà. C'était, il faudra que j'y revienne parce qu'elle me plaît encore vraiment beaucoup. Mais non, mais c'est vrai. Non, mais elle avait plus de piles, j'ai dit bon, bah, tant pis, on verra plus tard. Et puis, Et depuis, t'as pas changé la pile? non, Ah, c'est bon ça. Et la pile, elle marche plus depuis combien de temps? depuis 2 ans maintenant. Ah oui, ok. Ok. Il faut Ouais, que je mais fasse un peu donc, attention, tu avais quand même. Qu'est-ce qui fait que, alors que cette montre, donc, par rapport à ce que tu nous dis, vous avez vu, je vérifie les dates, les amis, pour pas qu'il nous embourbe Arthur, projet de 3-4 ans, tu disais, pour aller vers une Datejust où finalement tu es allé sur cette Universal Genève. Donc, qu'est-ce qui fait que, alors que tu avais ta William L qui marchait parce que la pile était fonctionnelle, on va dire, tu vois, qu'est-ce qui fait que tu t'es dit, ah, il faut commence que je regarde un peu, entre guillemets, une montre mécanique? Parce que quand j'ai découvert William L, c'était à travers le magazine GQ, je me rappelle d'ailleurs, et c'était un peu le parallèle entre ce qu'a fait William L et les inspirations de William L. C'est-à-dire les vieilles Excelsior Park, il y avait les vieux chronographes, les Lemania, tout ça, donc je m'y suis pas mal intéressé. Et ça m'a beaucoup plu. Vraiment, Ah, ça t'a attiré dans l'histoire, vraiment. et tu t'es rendu compte qu'il y avait autre chose que simplement le design. Derrière le design, il y avait de l'aventure, il y avait de la R&D, il y avait des conquêtes, il y avait d'histoires. Exactement. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup plu. Et quand j'ai vu l'infinité de choix qu'il y avait, je me suis dit, il m'en faut une, quoi. Et puis c'est vrai que j'ai eu la tentation de suite aller acheter une Rolex à 2000 € alors que je ne les avais absolument pas. Et puis, je me suis un peu remis en question et j'ai préféré vraiment feuilleter même les magazines d'enchères ou les sites pendant 3-4 ans avant de vraiment me lancer et essayer d'avoir un goût un peu plus fin et essayer vraiment de savoir ce qui me plaisait, quoi. Donc vraiment, après la William L, il y a eu vraiment un gros stop. Pendant 3-4 ans. Et puis. Mais le verre était dans le fruit. Exactement. Ouais. Et c'est vrai que j'aurais pu avoir quelque chose de peut-être un peu moins cher et aller étape par étape, mais je me suis dit qu'après 3-4 ans de dur labeur, voilà, je voulais vraiment quelque chose qui me correspond et je marche qu'au coup de cœur. Et celle-là, j'ai vraiment suivi ce que me disait mon cœur, donc j'ai vraiment foncé, quoi.
C'est beau les amis, c'est une belle histoire, hein. Il va nous arracher une larme avec cette sincérité, vraiment, et ces mots bien décrits. Vous voyez, l'aventure horlogère, on peut partir d'une montre à quartz, mais qui finalement a des inspirations et un style qui fait qu'on va creuser dans un coin et puis on se dit tiens, celle qui m'intéresse c'est une Rolex Datejust vintage, et en fait pas du tout, on arrive sur autre chose, comme quoi l'émotion c'est un truc qui n'est pas cartésien du tout. Voilà, donc probablement que tu imagines Universal Genève qui prochainement, tu vois, revient un peu de façon plus cohérente avec son histoire sur le marché. Tu vas regarder ça d'un œil intéressé, et peut-être que tu achèteras pour la première fois une montre chez Bucherer. Peut-être. Non, c'est vrai, peut-être. Après, c'est vrai qu'après avoir mis un pied dans le vintage, acheter du neuf, ça me semble une hérésie complètement, parce qu'avec le choix qu'on a, et pour toutes les bourses, hein, enfin, on peut vraiment avoir de super produits pour des prix vraiment abordables. Et c'est vrai que je ne me vois pas du tout acheter une réédition, par exemple. Ça, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à comprendre. Et c'est vrai que je crois que je vais rester dans du vintage pendant un bon bout de temps, quoi. Encore un fou du vintage, Diabolo et Satanas, comme dans les fous du volant, mais là c'est les fous du vintage. Les amis, attention maestro, on commence avec le quiz. Alors, je t'ai préparé le quiz quand même, il faut que je note les questions, hein, je ne peux pas tout faire de tête, etc. Tu t'es un peu préparé toi sur ton quiz? Je me suis préparé. Ouais, tu as réfléchi. Bon, ouais. C'est pas mal. Alors, les amis, on commence avec la première question. À la fin des années 20, la marque appelée alors Universal Watch lance une montre dotée d'un système de protection du cadran. Comment s'appelle ce modèle? Cabriolet, basculante ou reverso? Ça envoie du lourd, hein. Les amis, je me suis régalé à trouver cette question-là. Elle n'est pas cadeau, celle-là. Mais tu peux, honnêtement... Par déduction, je peux... Tu peux réfléchir. Alors, voilà, avec un système de protection du cadran, pour éviter de casser le verre, etc. Alors, tu as réponse A, cabriolet, réponse B, basculante, réponse C, reverso. Par déduction, je vais dire cabriolet. Il est bon le Arthur, bravo, bonne réponse. Vraiment, ouais. Mais qu'est-ce que tu as déduit? Basculante, pour moi, c'est Cartier. Bah oui. Reverso, c'est Gégère. Et ben voilà. Et oui, les amis, tu regarderas, les amis, cette superbe montre que je ne connaissais pas du tout. C'est en creusant la question Universal Genève, avec un mécanisme différent de la Reverso. Reverso lancé en, je vérifie la date parce qu'il y a quelques petites hésitations, mais tout ça c'est dans les années 30, début des années 30, 31-32 pour la Reverso et la Cartier basculante. Mais l'Universal Genève, l'Universal Watch Company cabriolet, ça c'est plutôt à la fin des années 20. Comme quoi, à peu de choses près, il y a une montre qui est une icône dans l'horlogerie qui est la Jaeger-LeCoultre Reverso. Ça aurait pu être la Universal cabriolet. C'est vrai. Eh bien non, ça ne l'est pas, les amis, mais ça, c'est pas grave parce que tu mènes un 0. Là, il est bon, là. Le maestro vient de lui dire qu'il jouait dans le rythme et que tout se passe bien sur le sujet. Alors, elle n'était pas cadeau celle-ci, mais il mène un 0, donc je me demande si tu pourrais pas sortir avec les hurrahs de la foule, comme à la Scala de Milan, demandant un rappel et en applaudissant Maria Callas pour l'une de ses prestations. Alors, deuxième question, attention. Quel designer a dessiné le modèle Universal Genève Paul Reuter? Réponse A. Tu sais pas ce que je vais dire. Réponse A, Gérald Genta. Réponse B, Richard Arbib. Réponse C, Gilbert Albert. Bon, c'est Genta, parce que c'est même, je crois, un des premiers designs qu'il a fait.
Il devait avoir mon âge en plus. Hmm. Donc, je mise tout sur la réponse A. Réponse A, bien sûr. Elle était cadeau celle-là. Un peu. Elle était cadeau. Est-ce que c'est son premier design reconnu? Je ne sais pas. Je suis pas sûr, ouais. mais je crois en tout cas que c'est un des premiers. Je ne sais pas s'il n'y avait pas l'Omega Constellation, Ah ouais, peut-être. Deep Paipan Ah avant. oui, peut-être. J'ai mis cette question, je pensais que tu allais le savoir, et je pense quand on est intéressé par Universal Genève et ou possesseur d'Universal Genève, on s'intéresse à la pole router à un moment ou à un autre qui a ses faits d'armes, voilà, hein, son côté amagnétique qui a servi la compagnie aérienne SAS. Mais je voulais surtout parler des designers. Et Richard Arbib, c'est un designer moins connu dans le monde horloger, mais qui a fait des trucs absolument magnifiques et asymétriques pour Hamilton. C'était un designer industriel, hein, comme Roger Talon, Philippe, etc. Et puis, pour le coup, Gilbert Albert, lui, c'est plutôt un joaillier, hein, mais qui à un moment a fait des montres avec un design asymétrique également pour Patek Philippe, absolument magnifique, qui fait que fondamentalement, bon, Genta, il est connu, il y a des modèles aujourd'hui qui sont parmi les plus recherchés sur le marché, la Royal Oak, la Patek Nautilus, la IWC Ingénieur SL, etc. Mais il ne faut pas que ce soit, voilà, c'est l'arbre qui cache la forêt. Des designers, il y en a des dizaines. C'est lui qui a pris la lumière dans le design horloger, mais il y en a beaucoup et je voulais leur rendre hommage, comme je le fais souvent sur la chaîne. Pardon. Écoute, c'est beau ça, tu mènes de 0. Alors quand on mène de 0, on peut être serein. Mais comme tu es musicien, tu es trompettiste, donc le sujet c'est de réussir à aller au bout de l'œuvre, hein, de jouer, de garder le rythme et pas te dire je suis fatigué ni rien. Ton objectif c'est de gagner 3-0 là. Ouais. On est d'accord? T'es un gagnant? Allez. Allez, troisième et dernière question. J'ai peur que ce soit cadeau aussi, ça. Mais non. Allez, je vais changer, je vais en sortir une quatrième de ma poche. Yes. Alors, dans les années 30, Universal est déjà particulièrement réputé pour ses montres. Réponse A, chronographe. Réponse B, à répétition minute. Réponse C, réveil. C'est pour ces chronos. Bah oui, Bah oui. ça c'était cadeau les amis. Évidemment, bien sûr, Universal Genève avec les Compur et Compax qui ont été lancés. Compax étant devenu une appellation Générique. presque générique, voilà, pour décrire un chronographe avec 3 sous-cadrans à 3 heures, 9 heures et 6 heures. Et paradoxalement, Universal Genève a pu sortir par exemple des chronographes tricompax. Et contrairement à ce qu'on peut penser, tricompax ne veut pas dire 3 cadrans, mais veut dire en fait 4 cadrans, puisque le propre d'une montre chronographe, tel que c'était fait historiquement, c'est qu'il y avait un petit cadran qui mesurait les secondes. Et donc, comme il y a toujours à minima ce petit sous-cadran qui mesure les secondes, s'il y en a 2, ça ne fait pas un bicompax ou un duo-compax, ça fait un unicompax, parce qu'on en retire toujours un. Donc 3 cadrans compax, 4 cadrans tricompax, 2 cadrans unicompax. Voilà. Donc on voit ça sur Zenith également, et la raison est assez simple. Zenith et Universal Genève historiquement sont du Locle, donc de la même ville, et puis il s'avère qu'ils emboîtaient chacun à un moment des calibres de chez Martel, et qui fait qu'il y avait une vraie proximité sur la façon de faire, et donc il y a quelques Zenith également et des Girard Perregaux qui sont labellisés sur le cadran Compax ou Tricompax. Plein d'informations sur internet les amis. Ouais. C'est le sujet, c'est pas d'être devin ou quoi que ce soit, c'est juste de chercher l'information et elle est là, et de la retranscrire dans une vidéo. Bravo Arthur, c'est beau ça, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, normalement, c'est les applaudissements que j'envoie. Là, c'est les hurrahs de la foule. Extraordinaire, c'est magique. Allez, les amis, on enchaîne sur la séquence suivante. Recto verso. Bon, on a bien compris que tu avais un métier passion. Ouais. Voilà. Musicien, comment ça t'est venu ça? Alors, tu t'es réveillé, tu voulais jouer de la trompette? Presque. Ouais. Presque, parce que mes parents sont tous les deux musiciens. Et toute ma famille l'est.
Donc c'est vrai que... Ils sont trompettistes? Non, ils font tous de la musique, mais mes parents, ils font des instruments à vent, saxophone, clarinette. Et Rassure-moi, la trompette, c'est avant quand même aussi. Oui, mais nous on fait des vents cuivres après, chez les enfants. Mmh. Donc ma sœur, elle fait ce qu'on appelle de l'euphonium, c'est un petit tuba, voilà. Et mon frère, il faisait du cor, voilà. Mais maintenant, après, il est un peu passé à autre chose. Attends, il n'y a pas de pianiste? Eh non. Ah là 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 là. Eh non, aucun pianiste, aucun Les corde. instruments à cordes, c'est pas autorisé chez vous, quoi. Non, c'était pas trop le... Percussion? Non. Mais vous avez monté un groupe? On joue parfois ensemble. Ouais. On joue parfois ensemble. Ouais. Qu'on comprenne bien, tu es trompettiste classique. Classique, ouais. Donc tu joues des œuvres classiques, donc d'un Exactement. répertoire qui a 50, 100 ans, 150 ans. C'est ça. Et du etc. répertoire contemporain aussi. Ouais. C'est quoi, On essaie de- c'est quoi contemporain? Le répertoire contemporain, c'est la musique écrite aujourd'hui. Donc Ouais. voilà, c'est de la musique un peu plus expérimentale. Ouais. Voilà, qui peut. C'est vraiment ça. C'est de la musique expérimentale où on met un peu à rude épreuve les instruments, où on teste complètement autre chose, où on change de langage complètement. Donc c'est vraiment une autre chose que ce qu'on peut avoir dans la musique qui est ce qu'on appelle purement classique. Ouais. Quoi. Les amis, je sors spontanément un deuxième quiz. Alors, si je te dis ascenseur pour l'échafaud, tu me dis quoi? Oh, vous avez vu les gars, Ah, hein, vous avez vu, ouais, c'est par surprise, c'est pas possible. Miles Davis, il est bon ou pas? Ouais, C'est lui quand même lui qui a fait la musique de ce film, quoi. c'est vrai. Ah bah oui, là C'est vrai. c'est un film qui t'envoûte C'est simplement vrai, avec toute c'est la vrai. musique. Pour le coup, ça me fait penser à quelque chose par rapport à ce que tu disais. Tu portais pas de montre parce que ça te gênait. Miles Davis était un grand fan de montres. Hein. Alors, il suffit que vous tapiez Miles Davis montre sur Internet, vous verrez qu'il en a quand même une quantité astronomique. On l'a souvent vu avec justement une Rolex Day-Date en or, une Breitling Navy Timer notamment, une Jaeger LeCoultre, Memovox, hein, pas la même que Sébastien qui est passé sur la chaîne. Et souvent, il portait ça avec ce qu'on pourrait appeler d'une plaquette américaine, c'est-à-dire une sorte de bracelet en cuir, comme un bracelet de force, hein, un mec qui fait de la muscu, ce qui n'était pas vraiment le physique de Miles Davis, et puis sa montre par-dessus, donc pour le coup, ça ne le gênait pas. C'est vrai. Mais il jouait pas en queue de pie. C'est vrai qu'il jouait pas en copie. Ouais, ok. Donc, je win à la première question. Oui, bah alors Ascenseur là, pour l'échafaud. Ouais, facile. là oui. Si je te dis un truc très connu avec des instruments à vent et notamment trompette chez Verdi, tu me réponds quel opéra? Aïda. Eh oui, il ça, est c'est trop grand bon, classique, là. ça. Ah ouais, Ah oui, ouais. Donc ça, tu joues Aïda? J'ai pu jouer Aïda, oui. Ouais. Ouais, bon, ça c'est un grand classique pour Ouais. nous. Mais comment ça se passe, donc un opéra comme ça? Donc tu as, le livret de chant, hein. Ouais. Tu as Verdi, d'autres, hein, Mozart, Wagner, Rossini et compagnie, qui écrit la partition musicale. Et pour chaque instrument, il y a une partition? Exactement. Bah, en fait, il écrit sur un conducteur où il y a les 40 voix de l'orchestre, ce qui permet au chef de diriger, de conduire l'orchestre. Et on extrait de ce conducteur chaque partie pour tous les musiciens. Et c'est là, on arrive au pupitre et on a une partie avec Verdi, le chef et le plateau. Ce qu'on appelle le plateau, c'est les chanteurs. Voilà, ou les comédiens quand il y en a besoin. Et voilà, ça marche comme ça, l'opéra. Ça marche comme ça. Ouais. Ok. Les amis, un partout. Donc là, on va se départager sur la dernière question. Mais il y a toujours une question cadeau. Donc là, elle est cadeau. Je l'ai pris par surprise à la première. Et si je te dis Boléro? Ravel? Ah ouais. Donc Ravel, là, pour le coup, c'est un Français. Ouais. Hein, et on est au XXe siècle déjà. En 1900 quoi? 1940, 1930, 1920. Par là, ouais. Oui, c'est ça, c'est à peu près première moitié du... C'est mondialement connu, le boléro de Ravel. Donc ça, tu l'as joué aussi? Oui, le boléro aussi, mais le boléro, c'est pas qu'une partition pour orchestre pur, c'est aussi une partition de ballet. Donc voilà, qui était écrit pour un ballet au tout début. Donc voilà, il faut le voir aussi avec la danse, le boléro, parce que c'est vraiment intéressant. Oui, ça a été écrit pour une danseuse russe, de mémoire. D'ailleurs, je n'ai plus le nom. Moi non plus, les amis, moi, mais je comptais sur toi. Ah oui, qu'est-ce que vous voulez? Mais ça veut dire que ton quotidien,
ton quotidien, c'est quoi? Ton quotidien, c'est de répéter, ton quotidien, c'est de te souvenir. Tu vois, comment ça fonctionne? Demain, Alors, tu dois rejouer dans Aïda de Verdi. mm, Comment tu vas t'y prendre? Manifestement, tu l'as déjà joué, donc tu te souviens, il faut que tu te replonges. Comment ça marche? alors, nous, on a quand même une routine on se lève, moi je prends ma trompette et je fais ce qu'on appelle un warm-up, un échauffement. Donc, en gros, je suis toujours prêt à jouer. Voilà, donc ça se fait partie de notre Tous les vie, jours. tous les jours. On n'a pas de jour férié, pas de vacances et on est prêt à jouer à chaque fois. Et si par exemple demain on Donc m'appelle tu pour te lèves faire là, tu te fais des tartines, tu prends un Exactement. café, Ouais. et derrière, Exactement. est-ce que je peux te demander un truc? Les amis, ça va être chaud, mais est-ce que je peux te demander un truc? Est-ce que tu pourrais enregistrer les 2 coups de trompette qu'on a sur la chaîne? C'est-à-dire le coup de trompette qui dit bon, bonne réponse, bonne punchline, et le coup de trompette, entre guillemets, coup de canard, qui dit mauvaise blague ou alors mauvaise réponse. Exactement. Et après, on l'utilise sur la chaîne. Je peux te le faire. Et à chaque fois, les amis, Avec grand vous plaisir. entendrez Arthur avec son Universal Genève. Mais quand tu l'enregistres, tu as la montre. Hein. Ouais, bien sûr. Ouais, qu'on entende un peu le Sans tic-tac problème. derrière. Ouais, Avec ça, plaisir. ça, c'est cool. Donc tous les jours, tu joues. Ouais. Mais en fait, c'est pas un métier, ça. Ça. Jamais tu te dis merde, faut que je joue de la trompette. Assez peu, ouais. Ben oui, parce que c'est quand même le prolongement de notre corps, donc c'est vraiment un porte-voix. Donc moi, partout où je vais, j'ai mes trompettes avec moi. Parce que vraiment, c'est mon métier. T'en as c'est plusieurs? de ça que je vis. Oh, oui, plusieurs. Mais pourquoi? Parce que... C'est pas les mêmes. Oui. C'est pas les mêmes, parce qu'il y en a qui sont réservés pour un certain type de musique, d'autres qui sont dans des tonalités différentes en fonction de ce qu'on a joué. Donc voilà. Et si pour revenir à ta question, si par exemple demain je dois jouer Verdi, on va me donner l'heure de la répé, ce sera à 10h, je vais arriver à 9h, je vais déchiffrer un peu la partition, un peu marquer les endroits clés où il faut que je fasse un peu attention à ce qui se passe. Et une fois que le chef est sur scène, c'est parti, on joue. Voilà. Donc t'en as combien de trompettes? Je dois en avoir, à Paris, j'en ai pas des masses, mais en tout, je dois en avoir 7-8. Ah ouais. Oui. Mais attends, mais c'est insonorisé chez toi? Parce que là, le voisin, toute la journée, vous imaginez, toute la journée, vous entendez le coup de trompette de Petite Montre entre amis? Je pense que même moi qui adore ça, au bout de 7-8 heures, je peux plus. Ouais. Mais j'ai la chance de vivre dans un appartement étudiant, donc ça va. Ouais. Mais oui, c'est vraiment une grande question pour nous après, c'est où est-ce qu'on peut travailler. Ouais. Tu as remarqué, les amis, vous l'avez sûrement remarqué, qu'il y a énormément on va dire, d'ambassadeurs. Hein. Même si je vous ai dit, les amis, le vrai ambassadeur d'Universal Genève, c'est Arthur. D'accord? Que les choses soient claires. Surtout après un 3-0. Ah ouais, attendez, respect quand même. Je vais les appeler, la holding hongkongaise qui appartient à Universal Genève. Je vais leur dire, quand même, faites quelque chose pour Arthur. Il y a beaucoup d'ambassadeurs des marques et d'investissement des marques dans la musique. Rolex notamment investit énormément d'argent. Pour toi, qu'est-ce qu'ils cherchent les marques auprès des musiciens? C'est la quête d'absolu, c'est la quête de perfection. Toi, est-ce que tu es toujours à te dire j'aurais pu mieux faire, tu vois? Parce que c'est un peu ça la projection d'une montre, c'est de se dire comment on peut faire plus petit, plus précis, plus résistant, plus, toujours plus. C'est un peu ça un musicien. Oui, c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, on se cherche toujours à faire mieux. Et comparé aux sportifs, il n'y a pas un gagnant. Et un sportif, quand tu gagnes la course et que tu es premier, c'est indiscutable. Nous, il y a vraiment beaucoup d'éléments qu'on ne maîtrise pas forcément. Et c'est vrai qu'une phrase musicale, ça ne peut pas se quantifier, ça ne peut pas se mesurer, ça ne peut pas être touché non plus. Donc c'est que du ressenti. Et c'est vrai que c'est un des grands défauts, mais surtout la plus grande qualité d'un musicien, c'est qu'il cherche toujours à faire mieux, à faire mieux, à faire mieux. Et c'est dans ce parallèle aussi que je me retrouve avec les montres, c'est que une montre qui est finie, elle est certes finie, mais ce qui est intéressant de voir, c'est toute l'avancée qui a pu mener à ce produit final, et ce qui fait qu'à la fin, on a un produit qui nous correspond et qui est vraiment à nous. Et c'est ça vraiment et c'est peut-être ce que cherchent les marques comme Rolex en sponsorisant les grands festivals.
c'est peut-être ça, et c'est peut-être aussi avoir un peu plus ce côté luxe que pourrait avoir cette marque aussi, qu'il n'y a pas forcément dans les grandes courses automobiles. Mais c'est vrai que Rolex a toujours été un partenaire assez historique de beaucoup de festivals. Et moi, j'aimerais bien savoir pourquoi est-ce qu'ils le font aussi, parce que ce serait intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'une marque va se lancer dans un festival où elle n'a pas grand-chose à en tirer non plus, parce qu'il n'y a pas de merchandising. Oui, il y a rien, oui, aussi. non, mais là on a en tiré. Moi, je va, les amis, aller sur la newsroom de Rolex. Il y a quand même beaucoup d'informations qui sont sur place. Ils en ont un tiré de s'associer à un événement exceptionnel avec des artistes exceptionnels. Et je pense que ce qui peut les intéresser, au même titre que le sport, au même titre que les chefs cuisiniers, etc., c'est que ça permet. Vous le savez, je suis toujours chaud avec Rolex et avec d'autres marques, mais il ne faut pas se tromper. Rolex, Omega, les deux plus gros acteurs de l'horlogerie sont des industriels. On a beau dire qu'ils font, c'est des manufactures, attendez, c'est des industriels. Une façon de s'associer à un festival d'opéra ou de musique classique ou à une chanteuse ou à un pianiste ou à un ténor à l'opéra, c'est de s'associer à une personne qui représente le luxe ultime, c'est-à-dire qu'elle cherche la perfection dans son domaine, mais c'est un individu. Et donc on a d'un côté un individu jusque boutiste, je veux dire, qui dort, transpire, et quand je pense qu'un chanteur, il se lève, il chante. Ah ouais. Bon, bah toi, tu te lèves, tu joues de la trompette. Exactement. Voilà. Donc mettre une personne avec un comportement, des valeurs ou un message qui correspond à ce que la marque veut véhiculer, bah, ça permet de rappeler. Et ce qui est vrai aussi, les amis, il n'y a absolument aucun doute là-dessus. D'un point de vue business, ces marques-là sont des industriels, mais elles nous vendent de l'émotion et à un moment ou à un autre, cette émotion, elle peut passer via des ambassadeurs. La raison pour laquelle j'ai été emballé tout de suite quand tu m'as écrit que tu étais musicien et trompettiste, les amis, c'est que vous avez bien compris ce que c'est, petite montre entre amis. C'est que moi, la montre de Arthur, elle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est Arthur avec sa montre. Et très souvent, je te l'ai dit au téléphone, une montre seule, c'est comme un violon sans violoncelliste. C'est-à-dire, au mieux, c'est juste horrible. Il y a un gamin qui touche aux cordes et là, tu as envie de pleurer. Ou alors, ça fait du petit bois pour aller dans la cheminée. Donc, une montre sans son propriétaire, ça sert juste à rien. Donc, quelle est la différence entre deux montres de la même référence, de la même année? D'accord? Il n'y en a aucune. Dans les deux cas, la valeur d'usage est extrêmement faible. La différence, c'est la personne qui la porte. Et là, vous avez bien vu que ce n'est pas demain qu'on va avoir un ambassadeur d'Universal Genève comme notre ami Arthur. Tu sais quoi, il faut qu'on avance quand même, parce que nous aussi, on a un timing à respecter. C'est parti pour la dernière séquence, ta prochaine montre. Alors là, tu t'es un peu dévoilé. Ta prochaine montre, tu en as acheté une autre depuis, mais là, tu es obligé de me parler de la suivante, quoi. Alors, tu as le droit de rien avoir dans le sac. C'est impossible. C'est impossible. Mais après avoir vu le Watch Out, c'est vrai que Omega me plaît beaucoup. Ouais. Malheureusement, les 42 mm, je ne pourrais pas les porter. Ouais. Et c'est vrai que j'aimerais bien trouver une speed reduced en 39 de mon année de naissance, de 97. Voilà. Donc ça, c'est un projet que j'ai sur un an. Et du coup, voilà, je me mets en quête. Alors, tu as vu des speed reduced, tu avais la cadre noire, mais tu l'as en rouge. En bleu et en jaune. Et en jaune. Hein. Et là, regardez bien Arthur, je crois qu'il va rechercher la bleue. Ah non, pas complètement. Hein. Vous avez vu, et je viens de remarquer en disant ça qu'il avait le cerclage de ses lunettes couleur dorée. Donc je crois que c'est une jaune que tu chercherais. Non. Non. Non, en fait, j'aime beaucoup la rouge. Ouais. La rouge parce que c'est quand même une de mes couleurs préférées. C'est celle qui me représente le mieux, je trouve. Mais elles sont très compliquées à trouver en ce moment. Et puis vu que c'est les modèles limités Schumacher, ils se font de plus en plus rares parce que ça se vend bien et que les vintages partent extrêmement vite. Bien sûr. Donc voilà, ce serait un projet. C'est vrai que je cherche soit le cadran noir ou soit le cadran rouge. Donc voilà. Est-ce que tu as vu l'émission Le Petite Montre entre amis, les amis, on s'est régalé avec Julien et sa Speedmaster Cappuccino. Oui.
Elle était super celle-là. 38 mm. En 38, Elle est plus petite donc qu'une reduced. Mm. Et elle existe en bleu, cadran bleu. C'est vrai. Voilà, il veut du rouge. Le mec, il faut. Donc ça veut quand même dire que, mine de rien, tu as une opportunité presque d'en acheter une neuve. Mais tu préfères attendre, tu préfères chercher. Ouais. Est-ce que c'est pas ça aussi ce qui t'intéresse dans le vintage? C'est la quête. Si, bien sûr. Vous l'avez vu, les amis, la quête d'une speed pour Marie. Il y a des rebondissements, il faut être patient, il faut se documenter. C'est pas du prêt à consommer comme on rentre dans une boutique, on dit bonjour, je voudrais telle montre et puis vous l'achetez. Bon, vous m'avez compris que c'était pas toujours le cas et que parfois la montre que vous vouliez acheter, elle était pas là. Mais la notion de quête, de recherche et de contrainte, c'est quand même passionnant. Ça. Ouais, bien sûr. Et puis surtout la recherche, ça implique toute la déception qu'il peut y avoir aussi. Donc c'est se remobiliser et puis se dire non, il faut que je la trouve. Donc c'est un côté jusqu'au boutiste aussi. Et c'est vraiment, on veut le modèle parfait, on sait qu'il existe, on ne sait pas où il est, mais on le veut absolument. Et c'est vrai que c'est ça que je trouve vraiment super avec les montres. Tu vois ce projet-là pour quand? Alors malheureusement, je crois que je vais être un peu pressé parce que ces derniers mois, ces montres ont pris une cote monstrueuse. Vraiment, c'est quasiment passé du simple au double en un an. Voilà, parce que malgré le fait ça pourrait repasser du double au simple dans les 5 prochaines années. Peut-être. Nul ne sait. Ouais, c'est vrai. Mais c'est même ce qu'on a vu avec la Paul Router il y a 3-4 ans. Les prix se sont envolés. Ça n'a pas l'air de vouloir descendre encore. Et malgré le fait que les grandes marques elles sortent de grandes montres et de grosses montres, j'ai l'impression que beaucoup de gens veulent revenir à des diamètres un tout petit peu plus petits. Et c'est vrai que voilà, cette speed en 39, ce serait un projet peut-être pour la fin de mes études dans 5-6 mois. Les amis, parmi les abonnés, si il y a quelqu'un qui en a une, évidemment, là c'est le moment de passer un petit message sur la chaîne. Vous m'envoyez vos coordonnées et je les renverrai avec grand plaisir. À Arthur. Moi, je t'aurais bien vu avec tout ce que tu as raconté, là, avec une Paul Router en or, Paul Router de luxe, comme celle que Simon a présentée dernièrement dans Duel Time. Et pourquoi je te dis ça? Parce que je te verrai bien dessus et ça permet juste, pour terminer, avant qu'on se quitte, les amis, tu vois, là, tu as ta première montre mécanique, c'est-à-dire montre plaisir, émotion, Universal Genève, tu as acheté une Rolex Précision. Forcément, la suivante, ça doit être une nouvelle marque. Tu vois, donc si c'est une Omega Reduced, voilà, mais tu pourrais revenir sur une marque que tu as. Et donc ça pose la question, voilà, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire? Et là, franchement, ceux qui vous disent il vaut mieux aller là qu'aller là, ils me font doucement rire. Chacun va là où il veut. Si tu as envie de reprendre une Universal Genève, vas-y. Si tu as envie d'autre chose, vas-y. Quoi. Et quel potentiel collectionneur tu serais, toi? Plutôt avoir le plus de marques possible ou c'est pas le sujet c'est l'émotion que te procure la montre? Je suis plutôt en ce moment partisan du une montre, une marque. Voilà, parce que après la Rolex que j'ai pu acquérir en avril dernier, en octobre dernier, je me suis pris une Hamilton, une militaire, une dotation. Et je trouve que les marques sont tellement différentes et qu'il y a tellement un plus que chaque marque peut apporter que ce serait dommage de s'en priver pour le moment. C'est vrai que une Paul Router, ça me plairait, mais ça reste trop proche de ce que j'ai. Et c'est vrai que j'aimerais sortir de Universal pendant un petit moment pour peut-être revenir sur d'autres modèles qui me plairaient. Mais c'est vrai que oui, pour l'instant, je préférerais avoir beaucoup de diversité, quitte à recentrer un peu plus tard. Voilà. En tout cas, tu restes tout jeune. Tu as 23 ans, tu vois, tu as tout ton temps devant toi. Ce que je remarque, les amis, vous savez que le taux de natalité va être très très élevé lié au confinement. Mais là, on a quand même Arthur qui a acheté 3 montres quasiment pendant le confinement, alors qu'avant, il en achetait pas parce qu'il n'arrivait pas à les porter et ça l'empêchait d'écrire correctement.
Arthur, un grand merci. Un grand merci pour tes coups de trompette futurs. Les amis, si vous voulez participer, vous faites comme Arthur, www.dailyshoes.fr. De quelle marque vous voulez parler, d'où vous êtes. On trouve une solution pour faire soit un épisode de petite montre entre amis comme aujourd'hui, ou alors un épisode de Street Watch, de Duel Time. C'est vraiment vous qui décidez, mais vous avez bien compris, d'accord, que ce qui compte, je pense que vous le savez déjà, c'est vous et votre montre. Donc si vous voulez venir pour me faire la lecture du dossier de presse de la marque, etc., c'est pas la peine, il y a plein d'autres supports pour faire ça. Allez, je vous embrasse fort, à bientôt les amis, ciao!